Bon, il est temps de reprendre les vidéos parce que je suis au chômage et que j'ai du temps à perdre en attendant qu'un patron m'embauche pour son boulot d'esclave qui me rendra probablement un peu plus dépressif chaque jour. Mais c'est de la merde! Avant que la vidéo ne commence réellement, je souhaite exprimer le fond de ma démarche créatrice. Coucou, c'est le mois d'après le montage de la vidéo et à la base je devais trouver un bruit de succion pour rebondir sur le terme de démarche créatrice, mais je l'ai pas trouvé. Alors me voilà dans l'obligation de le faire moi-même. Donc et faire un point sur l'objectif des vidéos à venir. Ok, donc je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. C'est simple, je préfère la plupart du temps lire un livre que de passer du temps avec mes congénères. De là, il m'est venu l'idée de faire une vidéo à chaque fois que je termine un bouquin, afin de faire une sorte de compte-rendu de celui-ci, et de, qui sait, peut-être donner envie à d'autres personnes d'aller le lire. Enfin, je n'ai pas vraiment de style de prédilection. Je peux autant lire de la science-fiction, de la philosophie, de la fantasy, un manga ou un roman, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est simple, je pars du principe que tu peux apprendre de tout et n'importe quoi. Bon, sauf peut-être de 90% du contenu TikTok. T'as eu crampé? Hein? Un pognon! Bref, sur cette chaîne, tu pourras autant trouver du Isaac Asimov, du Victor Hugo, du Berserk ou du Hermann Hesse, pour ne citer que. Le postulat de départ, c'est que le milieu littéraire peut paraître quelque peu élitiste et effrayant de prime abord. Un gros! Et c'est profondément dommage. Il y a tant d'œuvres qui, de par les thématiques qu'elles abordent, par la profondeur de la pensée exposée, pourraient assouvir la soif de réflexion de nombreuses personnes. Le deuxième postulat, c'est que l'humour est généralement le meilleur biais pour faire passer un message, et je souhaite absolument m'affranchir du ton extrêmement monotone, généralement utilisé par les professeurs de français, pour parler d'une œuvre littéraire. Je veux pouvoir parler de mes bouquins, de mes écrivains préférés, sans me poser de limites. Je souhaite pouvoir à la fois parler sérieusement de leurs œuvres, tout en me réservant la possibilité d'être le plus gros beauf possible à certains moments. On n'est pas bien? Si, Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Enfin, il est à noter que cette vidéo et celles à venir n'auront aucune vocation à analyser en profondeur les 10 livres. Simplement de donner envie à toi, auditeur, d'aller découvrir par toi-même l'œuvre que je te propose et de faire un point sur ce que j'ai aimé ou non. Bref, on est parti mon kiki. Les carnets du sous-sol, Fyodor Dostoïevski. D'après vous, quels seraient les traits de caractère d'un homme vivant essentiellement reclus dans un sous-sol depuis 20 ans? Oui, c'est bien le destin du protagoniste de ce roman, et j'avoue que moi-même, dès la première page, je me suis imaginé une sorte d'enfant hybride entre Zemmour et Gollum. Daddy, chill. What the hell is even that? Ce n'est pourtant pas le cas. Si l'on suit à la couverture, il semble être un individu tout ce qu'il y a de plus normal. On remarque peut-être simplement un regard qui semble si inexpressif, vide et à la fois très contemplatif. La première partie du roman se veut être une sorte du journal intime de notre protagoniste, qui nous dévoile par celui-ci ses déboires avec la vie. Et il faut dire qu'il en a beaucoup. Vraiment beaucoup. On trouve ainsi des réflexions sur le rapport entre action et intelligence. Il n'y a que les imbéciles qui deviennent. Un homme intelligent du 19e siècle se trouve dans l'obligation morale d'être une créature essentiellement sans caractère. Un homme avec un caractère, un homme d'action, est une créature essentiellement limitée. Par ce bref passage, l'on voit bien la crainte qui habite le protagoniste, à savoir le fait de devoir faire un choix qui entraînerait donc une limitation de son individualité. En d'autres termes, pour lui, l'intelligence entraîne nécessairement l'inaction, puisque cette dernière est la seule à permettre la conservation de la liberté. La conscience que nos actes entraînent nécessairement la fermeture d'autres portes qui nous seraient peut-être plus profitables, plus épanouissantes. Par exemple, vaut-il mieux un travail bien payé, mais extrêmement chronophage, énergivore, laissant que peu de place pour d'autres activités, ou un travail plus léger en termes d'énergie et de temps qui permet éventuellement de s'épanouir réellement à côté? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse, et devant ce manque de certitude, selon notre personnage, l'homme intelligent, l'homme conscient, ne peut que douter et rester en retrait. Effectivement, dès lors que l'on sait que nos actes entraînent des répercussions sur notre train de vie, sur notre personnalité, sur la vision d'autrui de nous-mêmes, il devient difficile d'agir. Quel est le bon choix lorsque toutes nos actions ont des avantages et des désavantages? Le rapport à la souffrance. Par exemple,
J'ai un amour-propre effrayant. Je suis susceptible et rancunier comme un bossu ou comme un nain. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Et cependant, j'ai vécu des minutes où si j'avais reçu une gifle, j'aurais bien pu être heureux. Je ne ris pas. Sans doute aurais-je été capable de découvrir même là une sorte de jouissance. Jouissance du désespoir, cela s'entend. Mais c'est dans le désespoir que nous arrivent les plaisirs les plus brûlants. Surtout si l'on ne ressent que trop l'impasse où nous sommes tombés. Et là, cette gifle, comme elle vous écrabouille la conscience de voir quelle crotte on vient de faire de vous. On est d'accord, la plupart d'entre nous n'aimons pas souffrir, du moins de manière trop prononcée. Pourtant, c'est bien dans ces instants de souffrance qu'un individu se ressent généralement le plus vivant. Il suffit de penser à une séance de sport trop intensive, à un événement effrayant qui fait soudainement se réveiller notre instinct de survie. La dualité entre désir et raison. C'est pour cela qu'il nous arrive de vouloir vraiment n'importe quoi. Si c'est dans ce n'importe quoi que nous voyons, par pure bêtise, le chemin pour atteindre un intérêt supposé d'avance. Là aussi, le protagoniste du livre se pose la question de ce qui est le plus profitable entre suivre la raison et donc, théoriquement, la chose la plus bénéfique à notre personne ou nos instincts qui vont, bien souvent, à l'encontre de notre raison. Je m'arrête ici pour les quelques exemples de réflexions émises par le protagoniste dans ce roman. Je n'émettrai que quelques mots sur la deuxième partie du livre, mais elle reste tout aussi intéressante et prenante que la première. J'irai même plus loin en disant qu'elle est parfaitement nécessaire puisqu'elle vient donner vie, forme aux réflexions de notre protagoniste. Dans celle-ci, on suit donc notre cher personnage au cours d'une soirée qui va s'avérer pour le moins chaotique, en tout point. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette partie, c'est que Dostoïevski montre les contre-coups inhérents à la manière de penser de son héros. J'ai personnellement adoré ce livre. Tout est parfait. La longueur du roman, qui d'ailleurs est une parfaite entrée en matière pour commencer Dostoïevski, ni trop complexe à l'instar de l'Idiot, ni trop long. La fluidité des paragraphes, vraiment tout s'enchaîne de manière parfaitement harmonieuse. Le personnage, qui semble si repoussant mais pour lequel l'on ne peut s'empêcher de ressentir de la compassion pour cet individu clairement autodestructif, et même une certaine compréhension de son état psychologique. Oui, au travers de ce roman, Dostoïevski nous dépeint finalement un individu tout ce qu'il y a de plus humain, qui doute, peut-être à l'excès certes, qui se trompe, qui peut être gentil comme méchant selon les circonstances, qui se demande ce qu'il fait sur cette terre. Enfin, j'ai particulièrement aimé le fait que, dès la première page du livre, on rentre directement dedans, et l'on ne peut s'empêcher d'imaginer l'intonation du personnage. Vraiment, je pense que ce livre est absolument à lire pour toute personne ayant déjà eu des doutes face au choix qu'elle devrait faire. En ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas un hasard si je recommence les vidéos avec cet ouvrage. J'ai été profondément touché par l'incapacité du protagoniste à agir pour prendre sa vie en main. Pour moi, ce genre de roman, c'est bien plus bénéfique que tous ces putains de livres ou youtubeurs spécialisés en développement personnel. Ce roman m'a directement parlé parce que je suis quelqu'un qui doute énormément, et pourtant, je pense être quelqu'un avec des capacités. Du moins, je l'espère. Enfin, tu connais, on se rassure comme on peut. Je veux en finir avec ce cycle d'hésitation qui me paralyse au plus haut point, et même si cette vidéo ne sera pas un chef-d'œuvre et sera probablement décousue, je m'en moque. Tant qu'à devoir me limiter et agir stupidement, autant que ce soit pour ce que j'aime, et dans mon cas, c'est parler de lecture. Bref, pour moi, les carnets du sous-sol, c'est une masterclass sans nom. Rares sont les romans qui te prennent à la gorge de la sorte. C'est simple, dès lors que j'ai ouvert ce livre, je n'ai pu le fermer avant de l'avoir terminé. Sur 10.